Je m'appelle Camille Leroy, et au moment où mon mari a remis les pieds dans notre maison après avoir disparu en Asie du Sud-Est pendant un mois, il a cessé de respirer, comme s'il avait reçu un violent coup dans la poitrine. Il est resté figé sur le pas de la porte, sa valise glissant de sa main, ses yeux passant frénétiquement du salon d'une propreté impeccable au carton soigneusement étiqueté et empilé le long du mur. Notre fille dormait dans son couffin près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture jaune pâle. La maison sentait le savon noir au citron au lieu des restes de plats à emporter et du lait en poudre. Et moi, je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je ne le regardais même plus comme avant, comme s'il était le centre de mon univers. Non, non, a murmuré Julien, la voix brisée en faisant un pas à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine, les bras croisés, d'un calme olympien pour la première fois depuis des semaines. C'est déjà fait, ai-je répondu doucement. Mais pour comprendre pourquoi ce moment m'a semblé être la fin d'une vie et le début d'une autre, il faut remonter à la nuit où il m'a dit qu'il avait besoin d'espace. C'était à peine 4 semaines après mon accouchement. Les fils de ma cicatrice tiraient encore quand je me levais trop vite. J'avais le dos en compote à force de bercer un nouveau-né qui hurlait des heures durant. Je n'avais pas dormi plus de 90 minutes d'affilée depuis que nous avions ramené Emma de la maternité. Chaque miroir de la maison me renvoyait l'image d'une femme que je reconnaissais à peine, pâle, gonflée, les cheveux attachés en un chignon désespéré. Julien était assis à la table de la salle à manger, faisant défiler l'écran de son téléphone pendant que je faisais les 100 pas, Emma collée contre mon épaule. Je n'arrive plus à respirer dans cette maison, a-t-il fini par lâcher. Au début, j'ai cru qu'il parlait des pleurs du bébé, du linge empilé dans les coins, ou du fait que nous n'avions pas eu une vraie conversation depuis sa naissance. Mais ensuite, il a levé les yeux avec cette étrange expression sereine, celle qu'il arborait quand sa décision était déjà prise. J'ai besoin de remettre les compteurs à zéro, a-t-il dit. Les gars partent un mois faire un road trip en Asie, en Thaïlande, à Bali, peut-être au Vietnam. Je crois que je devrais y aller. J'ai ri, sincèrement. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que ça semblait si absurde que mon cerveau refusait de le classer dans la réalité. Tu plaisantes, ai-je dit. C'est une blague. Il a secoué la tête lentement. Camille, je suis en train de me perdre. On ne parle plus que de couches et de biberons. Tu es à fleur de peau tout le temps. J'ai besoin de me vider la tête avant de commencer à tout détester. Le mot tout a résonné comme une gifle. J'ai resserré mon étreinte sur Emma qui gémissait, sentant la tension dans la pièce. Je viens de mettre au monde ton enfant, ai-je murmuré. Je peux à peine marcher sans avoir mal. Je ne dors pas. Je n'ai pas fait un vrai repas depuis des jours. Et tu me parles de vacances. Ce ne sont pas des vacances, a-t-il rétorqué sèchement. C'est pour ma santé mentale. Les gens font ça tout le temps. Pas les gens qui viennent d'avoir un nouveau-né, avais-je envie de hurler. Pas les maris qui promettent d'être des partenaires. Tu ne peux pas au moins attendre quelques mois, ai-je demandé. Ou partir juste une semaine, ta mère pourrait venir m'aider. On pourrait s'organiser. Il secouait déjà la tête. Les vols sont réservés. Je pars vendredi. Vendredi. Dans 3 jours. Je me souviens être resté là, dans la lumière jaune de notre cuisine, réalisant que mon mari avait planifié sa fuite pendant que j'essayais encore d'apprendre à tenir notre fille sans avoir peur de la casser. Il a embrassé Emma sur le front avant de partir, m'a dit qu'il m'aimait, a promis de m'appeler tous les jours. Puis il est monté dans un VTC avec un bagage cabine et un sourire qui n'appartenait pas à un homme abandonnant sa famille. Je suis resté sur le perron bien après que les feux arrière de la voiture aient disparu, le petit cœur d'Emma battant à toute vitesse contre le mien. C'est cette nuit-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste assez pour laisser entrer la vérité. Quand la vie devenait difficile, Julien ne restait pas. Il fuyait. La première nuit après son départ, Emma a pleuré pendant 4 heures d'affilée. Pas le petit gémissement de besoin que j'avais appris à calmer en la berçant et en fredonnant, mais un hurlement brut, désespéré, qui semblait nous déchirer toutes les deux. J'ai fait les 100 pas dans le salon, pieds nus, à 3 heures du matin, murmurant des excuses à un bébé qui ne comprenait pas les mots, mais qui pouvait ressentir chaque frisson d'angoisse dans ma poitrine. Mon corps me donnait encore l'impression de ne pas m'appartenir. La sage-femme m'avait prévenu des suites de couches, des saignements, des gonflements, des vagues d'émotions imprévisibles,
mais personne ne m'avait préparé à la solitude que je ressentirais quand la personne qui avait promis de rester à mes côtés choisirait de s'évaporer à la place. Julien m'a envoyé un texto le lendemain après-midi. Une photo d'une plage. Une eau turquoise, des parasols colorés, un vert perlant de condensation sous le soleil. J'aimerais que tu sois là, disait la légende, suivi d'un emoji clin d'œil. J'ai fixé l'écran pendant qu'Emma dormait sur mon épaule, le lait imbibant mon t-shirt. J'aimerais que je sois là. Je ne m'étais pas douché depuis 2 jours. J'ai tapé en retour, elle a à peine dormi. Je suis épuisé. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Sa réponse est finalement arrivée, essaie de te détendre. Le stress n'est pas bon pour le bébé. J'ai ri si fort que j'ai fini par pleurer. Les jours se sont brouillés après ça. Nourrir, changer les couches, bercer, laver les biberons, essayer de me rappeler si j'avais pris mes vitamines. Parfois, je m'asseyais sur le bord du lit et je réalisais que je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois que j'avais mangé autre chose que des biscuits secs. Le 5e jour, sa mère a débarqué à l'improviste. Sylvie a balayé l'entrée dans un nuage de parfum avec un regard de légère déception. « Eh bien, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à l'évier rempli de vaisselle, je pensais que la maternité tirait mieux. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Je n'ai pas eu beaucoup d'aide, ai-je dit prudemment. Elle a fait un geste d'une main parfaitement manucurée. Les hommes ont besoin de liberté, Camille. Julien a toujours été très sensible. Si tu l'étouffes avec tout ça, elle a vaguement désigné le coup fin, il ne fera que s'éloigner encore plus. J'avais envie de lui demander de quel genre de liberté un nouveau-né était censé bénéficier. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, parce que hocher la tête était plus facile que de débattre quand on fonctionnait avec 2 heures de sommeil. Elle est restée 20 minutes, à critiquer le linge en retard, à suggérer le lait en poudre plutôt que l'allaitement parce que c'était moins dramatique, puis elle est partie en promettant de prendre des nouvelles la semaine prochaine. Je suis resté sur le pas de la porte après qu'elle ait démarré, Emma emmitouflée contre ma poitrine, et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ce soir-là, j'ai oublié de fermer le portail. J'étais assise sur les marches de la terrasse, essayant de retrouver mon souffle au milieu d'une énième crise de larmes, quand une voix douce a dit « Ma chérie, on dirait que tu vas t'effondrer. » J'ai levé les yeux pour voir Madame Colette, notre voisine d'à côté. Une ancienne infirmière à la retraite d'environ 70 ans qui portait toujours des baskets et se déplaçait comme si elle avait encore un emploi du temps de ministre. Avant que je puisse protester, elle a pris Emma de mes bras avec une douceur experte. « Va prendre une douche, m'a-t-elle dit, et mange quelque chose qui n'a pas la couleur d'un mur beige. » J'ai obéi comme si elle m'avait donné de l'oxygène. Quand je suis redescendu 20 minutes plus tard, elle m'avait préparé des œufs brouillés et des tartines de pain frais. Emma dormait contre son épaule. « Tu n'es pas censée faire ça toute seule, a dit Colette en plongeant ses yeux dans les miens. Et tu n'es pas faible parce que tu as besoin d'aide. Mais tu as besoin d'un plan. Un plan, ai-je répété. Elle a hoché la tête. Du soutien, des informations juridiques, une vue d'ensemble de tes finances. Commence à tout noter. Les dates, les messages, les dépenses. Pas parce que tu veux le punir, mais parce que tu dois te protéger, toi et ce bébé. Cette nuit-là, après son départ, j'ai ouvert un carnet et j'ai noté la date du départ de Julien. Puis j'ai continué à écrire. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi le pas de la porte, j'ai arrêté d'attendre qu'il revienne me sauver. Je me suis mise à chercher comment me sauver moi-même. La première chose que j'ai faite a été d'arrêter de pleurer devant mon téléphone. Pendant près d'une semaine après le départ de Julien, je lui avais envoyé de longs messages au milieu de la nuit, des nouvelles d'Emma, de mes douleurs, de ma peur. Je me disais que je le tenais informé. La vérité, c'est que j'essayais encore de susciter son empathie. Le 8e jour, j'ai relu tout notre fil de discussion. Des photos de pas de taille, un cliché flou de Julien riant avec ses potes de fac, un selfie depuis un bar en rooftop avec la légende « J'en avais bien besoin ». Et puis mes textos, des paragraphes entiers, des supplications déguisées en conversation. Quelque chose s'est éteint en moi. Je n'ai pas effacé les messages. Je les ai imprimés. Madame Colette m'avait conduite à la mairie ce matin-là pour que je puisse utiliser l'imprimante et la permanence d'accès au droit. Elle tenait Emma pendant que je glissais des feuilles de papier froissées dans une pochette en plastique, mes mains tremblant un peu moins à chaque page. « Tu n'en fais pas trop, a-t-elle dit doucement. Tu te prépares. » Me préparer ?
Le mot semblait étrange sur ma langue, comme essayer un manteau que je n'aurais jamais cru à ma taille. L'après-midi même, j'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille en centre-ville. Je ne demandais pas le divorce. Pas encore. J'avais juste besoin de comprendre à quoi ressemblerait ma vie si la vision du mariage de Julien, où il pouvait prendre la porte dès que les choses devenaient compliquées, était la seule dont il était capable. L'avocate, une femme très calme nommée Maître Sophie Bernard, ne m'a pas jugé. Elle m'a posé des questions pratiques. Au nom de qui est la maison? Aux deux. Le compte épargne? Surtout au sien. A-t-il contribué aux frais de garde depuis la naissance? J'ai secoué la tête. Elle a hoché la tête lentement et a fait glisser un bloc-notes jaune vers moi. Commencez à tout documenter. Ses dates de voyage, ses dépenses, toute communication où il reconnaît vous avoir laissé seul en plein postpartum. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit d'avoir un moyen de pression et de vous mettre en sécurité. Un moyen de pression. Encore un nouveau mot. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit enfin endormie, j'ai ouvert l'application de notre banque et j'ai senti mon estomac se nouer. Julien avait dépensé près de 8 000 € en 2 semaines. Hôtel, restaurant, excursion. Il n'avait même pas remarqué les factures des dépassements d'honoraires de la clinique privée qui s'accumulaient dans notre boîte aux lettres sans être payées. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. J'ai transféré suffisamment d'argent sur un nouveau compte pour couvrir le prêt immobilier, les courses, les couches et une épargne de précaution. J'ai laissé une note numérique claire expliquant ce virement. Ne pas cacher, ne pas voler, juste protéger. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à réorganiser bien plus que nos finances. J'ai mis en place un planning pour les biberons qui me donnait 2 fenêtres de repos prévisibles. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne pour jeunes mamans, rempli de femmes dont les maris travaillaient de nuit, étaient militaires ou routiers, des femmes qui comprenaient l'endurance sans la romantiser. Je sortais Emma pour de courtes promenades dans le quartier, sentant le soleil sur mon visage comme un rappel que le monde existait encore au-delà de notre salon. Un après-midi, je me suis tenu dans notre chambre, regardant les photos encadrées sur la table de chevet de Julien. Le jour de notre mariage, des vacances à la mer d'il y a 3 ans, lui souriant à côté d'un barbecue. Je les ai prises une par une et je les ai mises dans un carton. Pas par âge, mais par lucidité. Je ne pouvais plus m'endormir à côté de la version éditée d'un homme qui avait prouvé qu'il m'abandonnerait quand la réalité deviendrait trop encombrante. Je n'ai pas jeté les photos. Je n'essayais pas d'effacer notre histoire. Je faisais simplement de la place pour la vérité. Au moment où Julien m'a envoyé un texto disant « Billet retour réservé ». Trop hâte de prendre un nouveau départ avec vous, j'avais déjà fini d'imprimer nos derniers relevés bancaires. Je les ai disposés soigneusement sur la table de la salle à manger. Pour la première fois depuis son départ, je n'avais pas peur de son retour. J'y étais préparé. Julien a choisi un mardi après-midi pour rentrer. Pas un week-end, pas une soirée où la maison aurait pu être sombre et indulgente. Un mardi ordinaire et lumineux, où la lumière du soleil inondait le parquet et où chaque détail pouvait être vu clairement. J'ai entendu la portière du VTC claquer avant même que sa clé ne tourne dans la serrure. Emma dormait dans son couffin près de la fenêtre, ses petits poings recroquevillés comme des coquillages. Le lave-vaisselle ronronnait doucement. Une casserole de soupe frémissait sur la gazinière. Pour la première fois depuis sa naissance, la maison semblait stable. Quand la porte s'est ouverte, Julien est entré avec un bronzage qu'il ne méritait pas et un sourire qui est mort à la seconde où il a regardé autour de lui. Sa valise a heurté le sol. Des cartons s'alignaient le long du mur, étiquetés de mon écriture, vêtements d'hiver, livres d'étudiants, déclaration d'impôts. Sur la table de la salle à manger se trouvaient 3 piles nettes de papier maintenues par un bol en céramique, des pages de calendrier marquées de cercles rouges, des captures d'écran imprimées de ses messages, des relevés bancaires avec les dépenses surlignées. Une lettre dactylographiée du cabinet de Maître Bernard décrivant les directives de garde et les obligations financières non déposées, mais très réelles. Et par-dessus tout, une seule page manuscrite. Il l'a ramassée avec des doigts qui, soudainement, ne semblaient plus s'y assurer. « Tu m'as laissé au moment où j'étais le plus vulnérable », a-t-il lu à voix haute. « J'ai appris à quel point je devais devenir forte sans toi. » Son souffle s'est coupé. « Non, non », a-t-il murmuré, secouant la tête comme s'il pouvait physiquement en rejeter le sens. « Ce n'est pas juste. Je t'ai dit que j'avais besoin d'espace.
Je pensais que tu avais compris. Je me suis appuyé contre le plan de travail, les bras croisés. J'ai compris, ai-je dit. Tu avais plus besoin de liberté que tu n'avais besoin de nous. Il a tressailli. Pendant un instant, le seul son dans la pièce fut le doux rythme de la respiration d'Emma. Elle a grandi, a-t-il fini par dire en s'approchant du couffin comme on s'approche d'un étranger. Elle a l'air différente. C'est ce qui arrive quand les bébés grandissent, ai-je répondu. Même quand leurs pères ne sont pas là pour le voir. Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas comme un homme essayant de fuir quelque chose d'invisible. J'ai appelé, a-t-il protesté. J'ai pris des nouvelles. Tu n'as jamais dit que c'était si terrible. J'ai dit que j'étais épuisé, ai-je répliqué. J'ai dit que j'avais peur. Tu m'as dit de me détendre et tu m'as envoyé des photos de tes mojitos sur la plage. Le sang a déserté son visage. Je ne réalisais pas, a-t-il commencé, puis il s'est tu. Parce que réaliser était exactement ce qu'il avait évité de faire pendant un mois entier. Ses yeux se sont posés à nouveau sur la lettre de l'avocate. Tu as parlé à un avocat, a-t-il demandé, la voix montant d'un cran. J'ai pris des renseignements et je corrigés. Il y a une différence. Il s'est effondré sur une chaise, comme si ses jambes avaient oublié leur fonction. Tu ne vas pas vraiment m'enlever Emma, a-t-il dit, plus comme une supplication que comme une question. Je ne t'enlève rien, ai-je dit doucement. Je fixe des limites, une chose que notre mariage n'a apparemment jamais eue. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, Julien Leroy avait l'air minuscule. Pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si la version de lui-même qu'il avait si soigneusement protégée, le mec charmant capable de se défiler de ses responsabilités par de belles paroles, n'avait plus nulle part où se cacher. Je me suis dit que si je prenais un dernier mois pour moi, je reviendrais prêt, a-t-il avoué en fixant ses mains. Je ne pensais pas que tu changerais. Je ne pensais pas que je survivrais, ai-je répondu. Mais nous y voilà. Emma s'est agitée, puis un petit gémissement a franchi ses lèvres. Instinctivement, je me suis avancé et lui aussi. Nous nous sommes figés à quelques centimètres l'un de l'autre. Je peux, a-t-il demandé en hochant la tête vers elle. J'ai hésité. Puis j'ai reculé. Il a soulevé sa fille maladroitement, comme s'il tenait à la fois l'espoir et la culpabilité entre ses mains. Des larmes ont coulé sur ses joues avant qu'il ne puisse les retenir. J'ai été un lâche, a-t-il murmuré dans ses cheveux. Je croyais pouvoir mettre la paternité sur pause. Mettre mon rôle de mari sur pause. Je n'avais pas réalisé ce que ça coûterait. Je n'ai pas répondu, car les excuses n'étaient que le commencement. Julien n'a pas dormi cette première nuit. Je l'entendais se déplacer dans le salon bien après qu'Emma et moi soyons allés nous coucher, ouvrant des tiroirs, les refermant, faisant les 100 pas doucement comme s'il avait peur que la maison ne le rejette s'il faisait trop de bruit. À 3 heures du matin, Emma s'est mise à pleurer. Pas fort, juste un son de recherche agité. Pendant des semaines, ce son avait signifié que mon corps allait se réveiller en sursaut avant même que mon esprit ne comprenne. Mais cette fois, je suis resté immobile. J'ai attendu. À travers la fine cloison, j'ai entendu les pas de Julien, une pause, puis le grincement du couffin. Sa voix a suivi, grave, incertaine. « Hey, ma petite puce. C'est bon. Papa est là. » Il y a eu des tâtonnements, la fermeture éclair d'un sac à langer, le tintement étouffé d'un biberon qui chauffait dans la cuisine. Les pleurs d'Emma se sont apaisés. Des larmes ont coulé jusqu'à mes oreilles pendant que je fixais le plafond. Non pas parce que tout était soudainement pardonné. Mais parce que, pour la première fois depuis sa naissance, je n'étais plus seul. Le lendemain matin, nous étions assis l'un en face de l'autre à cette table de salle à manger devenue un champ de bataille. Je sais que dire pardon ne suffit pas, a dit Julien. Ses yeux étaient rouges, sa posture dépourvue de son assurance habituelle. Je ne sais même pas par où commencer pour réparer ce que j'ai cassé. Tu ne le répares pas, ai-je répondu calmement. Tu le reconstruis lentement, et seulement si tu es prêt à faire le travail. Il a acquiescé immédiatement, comme s'il avait attendu des instructions. Plus de fuite, ai-je continué. Une thérapie individuelle, une thérapie de couple, une transparence totale avec l'argent, on partage les nuits avec Emma. Et ta mère n'a plus le droit de décider à quoi ressemble notre mariage. Elle a dégluti difficilement. D'accord, a-t-il dit.
Tout ça. Je ferai tout ça. Je l'ai observé attentivement, cherchant son ancienne attitude défensive, ce charme facile qu'il utilisait pour lisser les conséquences. Ce n'était pas là. Dans les semaines qui ont suivi, Julien a fait des choses que je l'avais supplié de faire autrefois, non pas avec de grands discours grandiloquents, mais avec une constance silencieuse. Il a appris comment tenir Emma pour qu'elle s'apaise plus vite. Il a mémorisé ses horaires de biberon. Il s'est présenté aux séances de thérapie, même les jours où il avait l'air de vouloir s'enfuir en courant. Un après-midi, je suis rentré d'une réunion de soutien postpartum pour le trouver sur le sol du salon, entouré de langes et de livres sur la parentalité. Il a levé les yeux d'un air penaud. Elle a régurgité sur le chapitre 4, a-t-il dit. J'ai presque souri. La confiance n'est pas revenue d'un coup. Elle est venue par fragments, la première nuit complète de sommeil qu'il a exigé que je prenne pendant qu'il veillait. La façon dont il a arrêté de scroller sur son téléphone pendant le dîner pour m'écouter vraiment. Le moment où il a dit à sa mère, fermement mais avec respect, que nos décisions n'étaient plus ouvertes à ses commentaires. Le vrai changement n'a rien de glamour. Il ressemble à de la répétition, de l'humilité, le choix de la responsabilité les jours où personne ne regarde. Une nuit, alors que nous étions côte à côte penchés sur le lit d'Emma, Julien a cherché ma main. Je ne me suis pas dérobé. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que l'avenir ressemblait enfin à quelque chose que nous pourrions construire ensemble, plutôt qu'à une épreuve à laquelle je devais survivre seul.